conseil de la défense de Léon Charles, le ministère public à cette phase, le ministère public. Ok, le ministère public, à cette phase. Vu les faits débattus jusqu'ici et à travers les différentes audiences à la Cour, déclare n'avoir aucune objection à la demande de maire produite par maire Jean-Joseph exprimé en faveur de l'individu appelant je demande à la Cour de poursuivre alors en appelant l'avocat conseil de Léon Charles dans cette observation. L'avocat du Conseil de la Défense, du nommé Léon Charles. Monsieur le Président, je demande la parole. Monsieur le Président, messieurs les membres de la Cour, au stade où nous sommes, des observations sommaires, permettez que je produise des remarques d'ordre particulier d'abord et d'ordre général ensuite. Les remarques particulières concernent l'inculpation qui frappe mon client Léon Charles par le biais de l'ordonnance du juge d'instruction. D'abord, nous combattons le fait qu'il ait été interrogé, comme cela a été lu au moment de la lecture des mémoires, qu'il ait été interrogé alors qu'il était un haut fonctionnaire de l'État et alors que les articles 398 et suivants du Code d'instruction criminelle précisent les conditions dans lesquelles les hauts fonctionnaires de l'État peuvent être interrogés par un juge quelconque et notamment par le juge d'instruction. En effet, l'article 398 du Code d'instruction criminelle indique très clairement et expressément que les hauts fonctionnaires de l'État ne pourront jamais être interrogés. Et cette formulation du législateur ne permet aucune exception et surtout, puisqu'il s'agit de la procédure pénale, ne permet pas que la personne en question puisse y renoncer. Non informé de cette subtilité, M. Léon Charles a été entendu. Mais il a été entendu alors que jamais on lui a fait, les juges ne lui ont jamais fait valoir qu'il pouvait bénéficier des articles 398 et suivants. Donc, toutes les déclarations qui ont été produites par Léon Charles et toutes les interrogations qui ont été faites par Léon Charles, l'ayant été en violation de la loi, sont des procès-verbaux et des minutes qui sont nulles, qui ne peuvent être retenues parce qu'elles ont été en violation des articles 398 et suivants du Code d'instruction criminelle. Parce que ces auditions ont eu lieu durant l'année 2022 et au début de 2023. Ce n'est qu'en décembre 2023 que le Conseil des ministres, exerçant les attributions présidentielles, a émis une ordonnance permettant qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires, parmi lesquels Léon Charles, soient entendus par le juge d'instruction. Suite à cette ordonnance, M. Léon Charles, par le biais de son avocat,
a écrit tant au commissaire du gouvernement qu'au juge d'instruction, leur disant qu'il était prêt à se présenter devant eux, tout en respectant la procédure prévue, cette fois-ci aux articles 403 et 404, qui concernent les hauts fonctionnaires de l'État accrédités à l'étranger. Eh bien, magistrats, savez-vous que malgré cette ordonnance et malgré cette correspondance, M. Léon Charles n'a jamais été convoqué, n'a jamais été interrogé, ce qui aurait pu donner une allure de régularité aux interrogatoires qui auraient été produits sous l'empire de cette ordonnance de décembre 2023. Ceci n'a jamais été fait. Donc tout ce qui concerne Léon Charles, toutes les déclarations de Léon Charles qui ont été, j'allais presque dire, extorquées par le juge, en dépit et en violation des articles 398 et suivants, sont nulles et doivent être réputées inexistantes et non écrites en vertu, encore une fois, des dispositions de l'article 398 qui dispose que ces hauts personnages ne pourront jamais être entendus sans l'ordonnance du président de la République. Et qui précise, pour ceux qui sont accrédités à l'étranger, la procédure, quelle est-elle, que le juge indique les questions auxquelles cette personne doit répondre, que cet état de questions soit transmis au ministre de la Justice, que ce ministre de la Justice désigne la personne qui recevra cette déclaration, que cette déclaration soit faite à l'écrit, déposée dans un pli clos et cacheté et renvoyée à Port-au-Prince. Telle est la procédure fixée par le Code d'instruction criminelle, telle est la procédure qui a été ignorée par le juge d'instruction. Voilà pourquoi on doit écarter tout ce qui concerne les déclarations de Léon Charles. Ceci pourrait suffire à l'écarter et à le renvoyer hors des liens de la prévention. La deuxième remarque et qui plaide en sa faveur est que ses droits en tant qu'inculpé, en tant que personne, en tant que citoyen, ont été violés. Parce que, à supposer qu'il ait été bien entendu, il a été entendu comme témoin. Or, c'est en lisant l'ordonnance qu'il se retrouve inculpé. S'il le savait, il aurait organisé sa défense. Or, le pacte international sur les droits civils et politiques, la Convention américaine sur les droits civils et politiques, la Constitution haïtienne proclament toutes que celui qui est accusé doit être au courant des accusations portées contre lui de façon à ce qu'il puisse organiser sa défense dans un temps raisonnable. Jamais aucune accusation, ni de la part du commissaire du gouvernement, ni du juge d'instruction, n'ont été notifiées à Léon Charles. C'est en lisant l'ordonnance du juge d'instruction qu'il se retrouve inculpé. Ces droits de la défense ont été violés. On ne peut pas venir comme témoin et se réveiller comme accusé. Si jamais le juge d'instruction avait quelques suspicions à son égard, il aurait dû demander un réquisitoire supplétif au maître de l'action publique qui est le commissaire du gouvernement. Ne l'ayant pas fait, il a outrepassé ses pouvoirs. Et le commissaire du gouvernement, à ce moment-là, aurait demandé un réquisitoire supplétif. Maintenant, vous pouvez l'instruire. Et à ce moment-là, il aurait dit à Léon Charles, je ne vous entends plus comme témoin, je vous entends désormais comme accusé. Et à ce moment, M. Léon Charles aurait su comment organiser sa défense, comment mesurer ses propos de manière à ne pas s'auto-incriminer. Ces deux arguments, la violation du Code d'instruction criminelle, la violation du droit de la défense, suffiraient à eux seuls, ces deux arguments, à ce que Léon Charles soit renvoyé hors des liens de l'inculpation et qu'une ordonnance de non-lieu soit émise en sa faveur. Mais s'il faut plaider au fond, voilà qu'il est inculpé de complicité d'assassinat. Or, dès lors qu'on parle de complicité, on parle d'entente. Et la complicité est très expressément prévue au Code pénal à l'article 45. Il ne s'agit pas de simples insinuations, il faut des faits positifs. Et la jurisprudence haïtienne, nous l'avons
lu dans le mémoire, la jurisprudence haïtienne est très constante et ne varie pas sur ce point. Il faut des faits positifs, soit de provocation, des faits positifs de promesses, des faits positifs d'assistance. Où sont les promesses? Où sont les provocations? Où sont les ordres qu'aurait donné M. Léon Charles? Où sont les moyens matériels qu'il aurait mis à la disposition des présumés assassins? Aucune part, nulle part. On se contente de l'insinuation d'un défenseur des droits de l'homme. Oh, quel est le statut de ce défenseur, Pierre Espérance, pour ne pas le nommer? Est-ce qu'il est un officier de police judiciaire? Non. Est-ce qu'il est un juge d'instruction? Non. Est-ce qu'il est un commissaire de police? Non. Est-ce qu'il était même un témoin oculaire des faits qui se sont déroulés? Non. Alors pourquoi donner foi aux propos fantaisistes de quelqu'un avide de publicité? Et pourquoi, à ce moment-là, sur ces simples insinuations, dire que M. Léon Charles est un pourrianiste? Ce n'est pas moi qui invente, c'est le néologisme du juge d'instruction. Ceci ne correspond pas à la définition de la complicité du code pénal. Ceci est une façon de fuite en avant et ceci est une violation du code pénal dans l'article 45 du code pénal. Et même, magistrat, allons même plus loin. Nous serions, vous et moi, n'importe lequel d'entre nous, chef de la police. Et nous aurions quelque chose à nous reprocher. Alors que les présumés assassins sont à notre merci. Si nous avions quelque chose à nous reprocher et qu'ils sont mis hors de combat, quelle serait notre attitude? Je les aurais éliminés tous jusqu'au dernier pour qu'aucune révélation ne soit formulée contre moi. Tel n'a pas été le cas. Au contraire, il a tout fait pour les préserver en vie, de manière à ce qu'ils soient entendus, de manière à qu'ils soient écoutés, de manière à ce qu'on sache qui sont leurs commanditaires et qui leur a donné les ordres. En dernier lieu, magistrat, il se trouve que le fameux Espérance dit que le président Moïse aurait été livré par les responsables de la sécurité, dont Léon Charles. Alors il faut s'interroger sur la responsabilité de Léon Charles dans l'organisation de la sécurité présidentielle. Or, les hauts fonctionnaires qui travaillent au Palais national, c'est-à-dire le Premier ministre et le secrétaire général du Conseil des ministres, ont dit que le chef de la police n'a rien à voir avec la sécurité présidentielle, que cette sécurité est organisée par un coordonnateur de la sécurité présidentielle et que même le chef de la police n'a rien à y voir. Mais ce ne sont pas que des dires d'hommes politiques, ce sont surtout les traductions d'un texte légal, d'un arrêté pris en 2016 qui organise les services de la présidence. Et parmi ces services, il y a la sécurité présidentielle. Et il est dit très clairement dans cet arrêté que la sécurité présidentielle est placée sous la responsabilité d'un coordonnateur de la sécurité présidentielle qui a la responsabilité du recrutement, de l'organisation de ces différents services, les différents cercles dont on a parlé, de l'USP, du CAPTIM et de l'USGPN. C'est le coordonnateur de la sécurité présidentielle qui a la charge de cela. Et le recrutement est fait sous la responsabilité de... Or, en matière policière comme en matière militaire, celui qui commande assume la responsabilité. S'il y a des failles, c'est à lui d'assumer la responsabilité, pas à celui qui n'a aucune raison d'être. Sinon, magistrat, tout chef de la police dans n'importe quel pays serait responsable de tous les crimes qui se commettent sur son territoire. Non, tel n'est pas le cas. Chacun, comme on dit en langage vulgaire, que chacun brède dans son pâturage, de façon à ce que tout le monde ne se marche pas sur les pieds. Donc, voilà pour les remarques. Je vais conclure, magistrat. Voilà les remarques qui, d'un point de vue particulier, plaident en faveur de l'ordonnance de non-lieu pour M. Léon Charles. Je serai très bref sur les remarques générales, puisque j'appuie les conclusions du ministère public qui
requiert qu'une nouvelle instruction soit reprise dans son ensemble. Sauf que il faudra, magistrat, que vous regardiez les inculpés l'un après l'autre, pas dans un groupe compact et homogène. Chaque inculpé a sa part de responsabilité et Léon Charles a la sienne. Un. Deuxièmement, parce qu'il nous faut comprendre parce que cela résulte d'un complot. Comment ce crime a-t-il été commis? Il faut répondre à 3 questions. Qui, comment, pourquoi? Or, il se trouve que beaucoup de ces commandants, parce qu'il y a 3 fantômes qui ont régné dans ce prétoire, le CTU, Intriago, etc. Donc, or, il se trouve que certains d'entre eux n'ont pas plaidé coupables. Parce que lorsque on dit ils ont été condamnés, mais à partir de quels documents? Ils ont été condamnés à partir de quels aveux? Ils ont été condamnés à partir de quelles preuves? Il y en a d'autres qui n'ont pas plaidé coupables et dont le procès aurait dû avoir lieu en septembre. Or, ce procès a été renvoyé pour mars 2026. Et vous savez pourquoi, magistrat? Parce qu'il fallait communiquer à la défense 2,5 millions de textes, messages, d'emails et autres fichiers pour que les avocats de la défense puissent prendre connaissance de ces 2,5 millions de fichiers. Donc, il faut que les instructions ne soient pas parallèles au sens géométrique du terme, c'est-à-dire deux droites qui ne se rencontrent jamais. Il faut qu'elles se rencontrent quelque part. Donc, d'une façon, il faut que l'instruction haïtienne puisse avoir accès également à ces 2,5 millions de textes pour savoir justement d'où venait, quelle est cette machination qui a donné lieu au drame du 6 au 7 juillet 2021. Donc, c'est ce que nous demandons. Parce que sinon, il est trop facile qu'un juge d'instruction dise non bis in idem pour ne pas savoir ce qu'ont fait ceux qui ont été emmenés, je ne dis pas extradés, ceux qui ont été enlevés vers l'extérieur. Non bis in idem. Alors, magistrat, vous ne ferez pas la même erreur. Cette fois-ci, je reprends l'expression non bis in idem. Ne faites pas la même erreur. Non bis in eodem errore. Merci. Il l'inculpé appelant Léon Charles. Mettre là, pas fait mal comme ça. Léon Charles. L'inculpé appelant Léon Charles. L'inculpé appelant Léon Charles. Après l'intervention, après l'intervention de l'avocat conseil de l'inculpé appelant Léon Charles, celui-ci a été appelé par la Cour conformément à la loi, puisqu'il a la parole en dernier. La Cour constate et prend acte qu'il n'a pas répondu à l'appel. Et en conséquence, la Cour ordonne la poursuite de l'instruction. Le Conseil de la défense du Joseph Félix Badjo. Après ça, vous entendu
réquisition faite par les représentants du ministère public, on aurait pu se rallier de leur côté. Mais quand on est avocat, et on est là bien sûr pour assurer la défense de quelqu'un, malheureusement, qui a été considéré comme la tête pensante, l'auteur intellectuel, le cerveau de ce crime odieux, parce qu'il s'agit quand même d'un président qui a été assassiné. Et le juge d'instruction, malheureusement, dans le cadre de son instruction, il rentre dans ce qu'on appelle, alors ce que les Haïtiens généralement appellent, de couvrir Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul. Parce qu'en fait, M. Joseph Félix Badior, c'est quelqu'un qui passe presque toute sa vie à travailler pour l'État et en grande partie comme coordonnateur et des services généraux de renseignement et précisément pour le compte du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Donc il fait toujours son travail et donc ses rapports ont été souvent acheminés auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Malheureusement. Donc il est là aujourd'hui et par rapport à la réquisition du ministère public, nous avons l'obligation et la responsabilité de prendre la parole et pour combattre en partie la réquisition du ministère public. Alors, nous sommes ici, Président, dans un souci clair, justement pour montrer que le travail du premier juge, et donc le premier juge, il passe à côté, il passe à côté de la recherche des indices dans le cadre de cette affaire pour prouver véritablement l'inculpation d'un ensemble d'individus, d'un ensemble de gens et que leurs noms ont été cités dans le cadre de cette affaire. Donc, malheureusement, le juge d'instruction ne s'appuie que sur des opinions émises à travers les médias. Les opinions, bien sûr, parce que là, il faut comprendre. Les opinions, il y a un grand penseur français, donc lui, il est philosophe et épistémologue français, c'est Gaston Bachelard. Il dit que dans son texte éminemment élevé, la formation de l'esprit scientifique, il dit ceci. L'opinion, c'est un obstacle. L'opinion, c'est un élément dangereux lorsqu'on veut aller à la recherche de la vérité. C'est un obstacle épistémologique. Voilà ce qu'il dit dans ce texte. Et là, un juge d'instruction, dans un dossier important, instruire un dossier, bien évidemment, où il y a un président qui a été assassiné, et donc il faudrait tout au moins mobiliser un ensemble d'éléments, il faudrait tout au moins mobiliser des méthodes nécessaires, et bien sûr, des méthodes scientifiques pour aboutir à la vérité dans le cadre de cette affaire. Malheureusement, donc le juge d'instruction ne s'appuie que sur certaines opinions, donc pas des opinions éclairées, donc des opinions qui auraient été émises par des juristes et surtout des docteurs en droit qui produisent des commentaires, qui produisent bien évidemment des doctrines. Et donc à ce moment-là, donc les doctrines comme des opinions, et donc un juge peut se focaliser sur certaines opinions et donc les opinions éclairées pour motiver sa décision. Deuxième considération, le juge instructeur, dans le cadre de son ordonnance, il s'appuie sur un ensemble de rapports qui ont été rédigés par certains organismes des droits humains. Et nous savons tous, ici présents, les organismes des droits humains ne sont pas des OPJ. Ce ne sont pas des officiers de police judiciaire. Donc ce sont des organisations, des hommes qu'on peut dire, des associations de gens de bien, pour ne pas dire l'autre. Donc en grande partie, donc ces organisations sont là, bien évidemment, pour reprendre certaines décisions qui ont été rendues par les juges à travers les tribunaux, mais pas l'inverse. Comment un juge, dans un dossier aussi important, peut reprendre un ensemble de choses qui se sont mobilisées à travers un ensemble de rapports, et donc surtout ces rapports-là, et donc les représentants de ces organisations, généralement, quand ils produisent ces rapports, et donc ces rapports sont contestés, et après, ils viennent demander excuses à la radio pour dire, donc là, on s'est trompé. Comment un juge, dans un dossier aussi important, peut se focaliser sur ces rapports? Et donc là, nous disons clairement
donc le juge d'instruction qui a rendu l'ordonnance du 25 janvier 2024, donc il s'est erré. Donc là, il essaie de mettre de côté un ensemble de principes, notamment le principe de la neutralité, le principe de la séparation, et le principe de loyauté, bien évidemment, qui doivent caractériser le travail du juge, parce que le juge, il doit instruire à charge et à décharge. En ce qui concerne notre client, M. Joseph Félix Badiou, le juge a dit clairement, donc il a affirmé bien sûr, pas au conditionnel, il dit que dès le lendemain de l'assassinat du président Jovenel Moïse, le nom de M. Joseph Félix Badiou fit écho à travers les médias, comme la tête pensante, l'auteur intellectuel et le cerveau. Et du coup, le juge fait foi à un ensemble de déclarations émises à travers les médias, et du coup, il a conclu vous dire dans son ordonnance, M. Joseph Félix Badiou, il est effectivement la tête pensante de ce crime, et il est le cerveau, et il est bien évidemment l'auteur intellectuel. Mais, en agissant ici, président, c'est prendre quand même les enfants de mon Dieu pour les canards sauvages. M. Joseph Félix Badiou, il n'est pas, par rapport à l'ensemble des faits qui se sont déballés à l'audience, et toutes les audiences, en commençant à Port-au-Prince pour arriver ici, plusieurs inculpés appelant, ici dans le cadre de certaines audiences, ils disent que il y a un contrat, alors il y a une compagnie qui s'appelle CTU, qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, et M. Badiou, il n'est pas le propriétaire de cette compagnie. Il y a le département d'État de la justice américaine qui a peut-être une implication dans le cadre de ce fait, et M. Badiou n'a aucune responsabilité dans ce genre d'institution. Comment peut-on considérer un homme pareil et quelqu'un qui a servi l'État pendant toute sa vie comme étant quelqu'un qui en même temps essaie d'utiliser son pouvoir, donc les moyens qu'il a à sa disposition, pour comploter contre le président? Pour continuer, président, le juge d'instruction, dans son ordonnance, il essaie de dire que, par rapport à la question posée, à la page 84, quatrième paragraphe, à la question posée au sieur Joseph Félix Badiou, quelle était bien évidemment, bien quelle serait son implication dans l'assassinat ou bien dans l'arrestation du président Jovenel Moïse? Il dit haut et fort pour le juge et pour la cour, il n'a aucune implication dans l'assassinat, dans l'arrestation ou dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et tout au moins, le juge essaie de dire. Donc il dit, M. Badiou, il serait donc au courant d'un ensemble de moyens, mais des ressources qui ont été mobilisées par les infracteurs pour la commission de leur infraction. Maintenant, par rapport à ça, M. Badiou, par rapport à ces déclarations faites durant les 3 longues journées fatidiques au champ d'instruction criminelle et à la cour, il dit en tant qu'agent et surtout coordonnateur des services généraux de renseignement au niveau du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, il dit clairement, lui, en tant que responsable, il y a certaines informations qui venaient jusqu'à lui. Justement, il y a des complots il y a des groupes qui s'organisent, bien évidemment, pour procéder à l'arrestation du président Jovenel Moïse. À cet effet, il a rédigé ses rapports, et donc ces rapports ont été acheminés à son supérieur hiérarchique, là nous voulons parler du ministre de la Justice dès lors, M. Rockefeller Vincent. Maintenant encore, dans son ordonnance, le juge d'instruction, pour tenter bien évidemment de justifier ou bien de prouver, bien de motiver sa décision, il dit M. Badiou a été au courant d'une rencontre qui aurait été organisée chez M. Ronaldo Covington, et il dit que dans son ordonnance, la réunion a été convoquée sur l'initiative et la demande de M. Badiou. Or, ici à l'audience, à plusieurs reprises, depuis après jusqu'ici, M. Badiou lui a dit, effectivement, il était au courant de la réunion, mais la réunion a été convoquée et sur l'initiative de M. Jean-Marie Gilbert Dragon. Alors, Marie Gilbert Dragon. Donc lui, effectivement, il était au courant de la réunion, mais dans le cadre, alors, durant tout le déroulement de cette réunion, le nom du président Jovenel Moïse est encore moins
le projet de son assassinat ou de son arrestation a été évoqué. Donc dans ce cas, donc le juge d'instruction, il s'est terré, bien évidemment, de ce travail. Dernier point, pour moi, personnellement, pour finir. Parce que mon confrère va continuer. Non, quelques secondes. Pour conclure, quelques secondes. Non, il va conclure dans quelques secondes. Non, oui, Non. Maître conclure une fois pour toutes. D'accord? Non. Je ne peux plus souffrir. Non. Je ne peux plus souffrir. D'accord? Conclure une fois pour toutes. Je sais. Conclure une fois pour toutes. Non. Mais permettez que le magistrat souffre un peu quelques secondes. Non. Président, ok, d'accord, président. Merci. Honorable Président et distingué général, faisant suite à l'intervention de mon confrère, lynchage médiatique, soupçon, opinion publique, nous vous demandons de bien vouloir planer au-dessus. Honorable Président et juge de la Cour, Joseph Félix Badjo est pas devant la Cour aujourd'hui. Parcourant toute l'ordonnance, nous avons pu constater écho, clameurs publiques et des appels téléphoniques avec le docteur ministre Ariel Henry. Donc, honorable président, le droit est mathématique. Le droit est la science du bon sens. Donc, ici, il faut... Un petit peu. Non, mais réglez bien. Je ne suis pas là pour souffrir pour quiconque. D'accord? Concluez. Votre collègue a déjà tout dit, maître. Concluez pour terminer. D'accord? Bien. Selon l'ordonnance, aucune infraction n'est pas constituée pour que Joseph Félix Badjo soit ici. Nous demandons à la Cour de bien vouloir tenir compte de notre observation sommaire, de l'acte d'appel, de notre acte d'appel, de notre requête en main levée du mandat des cours et enfin nos mémoires. Donc nous espérons que la Cour va prendre le temps qu'il faut pour analyser, pour bien comprendre avant de prendre une décision. Et une décision en faveur du sieur Joseph Félix Badjo. Merci. Monsieur Maître. Je vais appeler le culpé appelant Joseph Félix Badjo, s'il vous plaît. Le culpé appelant Joseph Félix Badjo. Joseph Félix Badjo, est-ce que vous avez la parole en dernier pour le malade? Parce que le président pour la parole est avant de parler, le président brièvement, dis qui soit que vous avez dit, brièvement, en très peu de mots. Merci, monsieur le président. Face avec un pile scénario, pour un deux là-dedans, l'ex-premier ministre, Claude Joseph, l'ancien secrétaire général du Conseil des ministres, nous avons assez d'éléments pour nous conclure le rapport que nous avons fait. Il est vrai que nous voulons faire politique avec le dossier maintenant, parce que nous avons trouvé que moi, j'ai découvert le complot qui était en 3 dimensions, que je dit ni dans le cabinet d'instruction, ni dans le cours là, et me réitérer encore et permettre que je me rapidement. Moi, j'ai dit rapidement, moi, j'ai dit Premier ministre, ex-premier ministre, Ariel Henry. En jetant ses pieds dans la soupe, il faut un mauvais décollage qui pourrait aboutir à un brutal atterrissage.
c'est là que je n'ai pas de complicité avec. Et je suis ajouté Maxime Grec là, Amicus Plato, Sed Magis, Amicas Veritas. Platon m'est cher, mais la justice me l'est encore davantage. C'est ça que je dit, et moi Kimbel. Concernant le rapport, moi, depuis 14 novembre 2020, moi mené plusieurs enquêtes et me fait un suivi. Malheureusement, l'ex-ministre de la Justice, il voulait que ça a deux pour me dévaluer, me prendre l'ex-ministre Rockefeller Vincent. Je prends le soin pour me toujours gagner 3 personnes avec. L'ancien inspecteur général en chef, Raph Stanley Jean-Brice, et 2 responsables cabinet. Je témoin et me délit en présence. Il dit, mais ça a passé, et il y a des choses qui ont commencé en deux pénitenciers national avec un certain Philippe McKenton et un juge. À la Cour de cassation, voilà que... Et c'est des... Le directeur du cabinet, du ministre Rockefeller Vincent, et des... dimanche, en présence. Oui, moi je dis que si nous, même bagaille qui a passé de voir, c'est même bagaille qui va arriver. Si nous pas fait attention. Il y a des informations, il y a des complicités à l'intérieur du système, c'est ça, moi dit, et me vérifier à travers l'enquête que me dit, juge d'instruction, mon y a dit Alban Cava. Après des mois d'avarie, moi disponible et disposé, m'a obtenu. Ce qui n'a jamais fait jusqu'au scénario, Pétionville l'a venu arriver. Même j'ai écrit le juge d'instruction, j'ai écrit CSPJ, pour me dire, mais au parallèle, m'écrit ambassade américaine, moi de pour FBI qui vient entendre, je ne vais jamais entendre jusqu'à date, je ne vais pas qu'un FBI qui vient entendre, mais l'échange médiatique là va continuer. Moi j'étais disponible et disposé. Les situations arrivées à me dire exactement, il y a 3 groupes qui ont mené un dossier, ils ont préparé et c'est ça que je fait. Ils prennent pouvoir. Je ne sais pas si c'est cerveau pour me prendre pouvoir, je vais longer avec le Joseph. De 23 ans, je suis entré dans le corps du génie à 58 ans, pour me dire, je ne sais pas si c'est et je n'ai pas de dossier dans la justice, je n'ai pas de patron, je n'ai pas de blanc, je n'ai pas de boss dans le pays d'Haïti, ni à l'étranger. Et je répète, pour nous là, moi, dans une situation très difficile, de temps en temps, il y a pour brûler un homme, de temps en temps, il y a des attaques, et il y a des policiers transférés, et je connais des gens qui connaissent des réunions faites pour assassiner. Je suis obligé de mettre 3 caméras, mais une vie très, extrêmement difficile. Je ne peux pas aller à médecin pour gérer la situation. Peut-être que les abstentions sont finies. Quand il y a une dialyse pour tomber pour dire moi Jovenel. Et ça gagne. Tantôt c'est pied me souffler, tantôt c'est histoire. Je connais me souffler avec arthrose depuis des mois, des années. Et c'était Ariel qui était médecin. Moi, je demandé que la Cour fait droit à 2 mois de bain pour me capable de prendre soin de tête. C'est dans le pays moyen, c'est là que c'est là que je mourir. Et je crois que nous ne pouvons pas enliser nous dans la voie de la déraison par rapport avec Populace Cap d'histoire. Je suis disponible et disposé pour tout ce qui a fait concernant le président Jovenel Moïse et les rapports là de tous côtés. Et les rapports sont encore là. Ok? C'est ça que je me dis. Merci. Ministère public. Appelant Joseph Félix Badjo a eu la parole en dernier, conformément à la loi. Le Conseil de la Défense
Honorable Président, distingués membres de la composition, dignes représentants du ministère public, estimables confrères, mesdames, messieurs de la presse. On dit souvent malheur qui s'aventure mal sur le terrain du droit pénal. Je suis ici pour faire des observations sommaires, et comme de fait, je vais les faire. D'abord, quels sont en ce qui concerne Louis Edner Gonzague D, quelles sont les étapes devant aboutir à l'inculpation de Louis Edner Gonzague D? Le 21 septembre 2021, Louis Edner Gonzague D a reçu une invitation au cabinet d'instruction et je l'assistais ce jour-là. Le 23 janvier 2023, il a été invité à se présenter comme témoin. Et le 29 novembre, il a été invité comme témoin. Voilà que dans l'ordonnance de renvoi, il a été invité comme témoin, il a été entendu comme tel le 21 septembre. Je l'assistais dans le procès verbal et j'ai signé le procès verbal d'audition. Maintenant, l'ordonnance de renvoi envoie M. Louis Edner Gonzague D devant le tribunal criminel. Il a été inculpé. À quel moment? Il n'y a dans le dossier aucun mandat d'amener, aucun mandat de comparution, il n'y a aucun procès verbal de carence, ni aucun procès verbal. Maintenant, voilà ce que dit la loi. C'est au bas de l'article 40. Le développement de l'instruction, au bas de l'article 58, jurisprudence 4. Quelle loi? Quoi de championnat magistrat? Ok. Le développement de l'instruction permet d'inculper une personne précédemment entendue comme témoin, mais il faut un supplément d'information au cours duquel, mandé à nouveau, il a été interrogé comme prévenu pour qu'il puisse envelopper dans l'accusation retenue comme complice de crime. Cette formalité substantielle et irritante n'a pas été remplie par le magistrat instructeur et dans l'ordonnance de renvoi. Pourquoi? Quand vous êtes appelé comme témoin, vous êtes sous le coup du serment. Le témoin prête serment. Et il pourra être poursuivi comme pour faux témoignage au cas où il mentirait. Tandis que lorsqu'il serait enveloppé dans l'instruction, il sera entendu comme inculpé. Or, son témoignage, son audition est un acte d'instruction, un acte de défense. Or, l'inculpé peut mentir pour sa défense. Il fait des déclarations. Donc, cela veut dire qu'il y a deux degrés. Un, le témoignage est un mode de preuve, puisque le témoin est sous serment, tandis que l'interrogatoire, il est inculpé. À ce moment-là, il peut se défendre. Il peut se défendre pour assurer sa défense. Donc, le pacte international relatif aux droits civils et politiques dit clairement que celui qui est accusé de faits doit savoir préalablement de quoi il est accusé. Tel n'a pas été le cas pour Louis Edner Gonzague D. Voilà les premiers reproches adressés à l'œuvre du premier juge. Donc, est-ce qu'il a violé la loi? Oui, il a violé la loi. Il n'a pas respecté cette formalité. Donc, celui qui vous fait croire à des absurdités peut vous faire commettre de l'atrocité. Honorable magistrat, il est renvoyé ici dans l'ordonnance parce que, d'après le juge, l'inculpé appelant Félix Badiou aurait déclaré devant lui, devant le magistrat instructeur, que Louis Edner Gonzague D aurait participé à des réunions au cours desquelles l'arrestation du président a été discutée. Heureusement,
Félix Badiou est ici présent et à une question qui lui a été posée. Est-ce qu'il a fait dit devant le magistrat instructeur que lui, Edner Gonzalez, avait participé à des réunions au cours desquelles l'arrestation du président aurait été débattue? Il a répondu non. Et quand j'insistais, il a dit non. Donc cette thèse ne tient pas. Or, il est renvoyé sur cette base, sur le fondement, sur ce fondement. Donc, à l'audience même et devant vous, Félix Badiou, qui s'est défendu comme une bête dans un pélicier, a clairement dit qu'il n'a pas dit. Deuxièmement, il est renvoyé comme le deuxième vice-président du CSPN. Honorable Président, je demande votre attention, il est renvoyé comme le deuxième vice-président du CSPN parce qu'il était ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. À ce titre, il est deuxième vice-président. Ma question à moi, où est passé le premier chef, le premier vice-président? Puisque le premier vice-président est le ministre de la Justice. D'après Félix Badiou, ici présent, et il vient tout juste de le dire, qu'il a informé le ministre de la Justice de tout ce qui s'est passé. Il travaillait pour lui. Il a des informations de première main, le ministre de la Justice. Deux, ce même ministre de la Justice a des troupes à sa disposition. Le ministre de la Justice. Il est chef de la police. Il est chef de la police. Non seulement il est ministre de la Justice et de la Sécurité publique, maintenant, celui qui travaillait pour lui, il est là et il a déclaré par devant vous et par devant ce même magistrat qu'il a envoyé un ensemble, il a acheminé un ensemble de dossiers au ministre de la Justice pour lui expliquer qu'il y a des complots qui tramaient contre le président. Qu'est-ce qu'il a fait lui, le ministre de la Justice? Or, lui, il a des informations. Il est bien armé. Non seulement il a des informations, mais il a aussi des troupes à sa disposition. Comment se fait-il que ce même ministre de la Justice n'a-t-il pas été renvoyé devant le tribunal répressif? Comment se fait-il que cela puisse arriver? Donc à ce moment-là, je dis qu'il s'agit d'une instruction sélective. En ce qui a trait au deuxième vice-président, il était ministre de l'Intérieur. Il est nommé ministre le 6 avril. Le malheur du pays à 2021. Il a passé 3 mois comme ministre de l'Intérieur. À la fin du mois d'avril, on avait fermé le service d'intelligence puisqu'on avait des projets pour monter un organisme d'intelligence. C'est l'ANI. Et cela s'est produit de concert avec le président, puisqu'on avait pris le décret pour que l'ANI, les renseignements, se trouvent sur une autre chapelle. Donc, le détenu du vice-président n'avait pas de troupes, n'avait pas d'informations, des informations de première main, alors que lui, il est renvoyé devant le tribunal répressif. Celui qui avait des informations et des troupes à sa disposition, il est blanchi. Donc, je dis qu'il s'agit d'une instruction discriminatoire et sélective. Donc, les reproches de Louis Edner Gonzalez sont fondées sur cette base. Troisième observation, et c'est la dernière, il est renvoyé comme complice. Mais la loi est claire. On dit qu'on n'a pas abandonné le complice à des hasards. Il faut des précisions. Il faut dire comment cette complicité s'est manifestée. Est-ce qu'il a fourni des moyens? Est-ce qu'il a donné des ordres, des instructions? Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir l'envelopper comme complice des crimes? Mais je suis tombé des nues. Un grand ténor, l'un des plus grands ténors du ministère public a parlé de l'inaction du ministre
du ministre de l'Intérieur. Mais je comprends qu'il s'est pris au piège parce que dans l'ancien droit pénal, on dit qui peut n'empêche, pêche. Qui peut n'empêche, pêche. Non, cette formule n'existe plus dans le droit pénal. La complicité ne peut se constituer que par des actes positifs. Donc, il a agi et il a pris des décisions de concert avec le gouvernement pour pouvoir marquer le coup d'État qui s'était arrivé, au cours duquel le président a été assassiné. Je dis que le ministère public, cette paire de ministère public, a pris des réquisitions légales, des réquisitions valables. Et je m'en tiens à la réquisition du ministère public où il a dit qu'il n'a aucun problème à ce que mes levées soient accordées à M. Macky Kessa. Ça me vient au cœur. Peut-être pour Félix Badjo. Pourquoi pas? Parce que lui, il est là aussi. Et deuxièmement, magistrat, vous êtes appelé à faire lumière, à concourir à la manifestation de la vérité, puisque la vérité n'a pas été dite dans ce dossier. Or, à la fin de l'ordonnance, honorable président, pour terminer, et Auguste magistrat, nous devons répondre à 3 questions. Qui a donné la mort au président Jovenel Moïse? Quels sont ceux qui ont donné des moyens pour pouvoir l'assassiner? Quels sont ceux qui ont comploté? Qui a financé ces coups? Qui a fait quoi et dans quelles circonstances? L'ordonnance et la réordonnance que vous aurez à rendre doit répondre à ces 3 questions, à savoir la manifestation de la vérité. On vous demande de dissiper les nuages qui planent encore sur ces dossiers. Pour en ce qui a trait à l'UET Gonzague, nous dirons qu'il n'a rien à voir ni de près ni de loin dans ces dossiers, qu'il n'y a aucun indice suffisant ni concordant, qu'il n'y a aucune charge, tout en rejetant le réquisitoire, la réquisition du ministère public en ce qui a trait à lui, Edner Gonzague, pour son inaction, etc., et pour la déclaration de M. Badjo, et que M. Badjo a déclaré devant vous qu'il n'a jamais fait cette déclaration, et vous l'envoyez hors des liens de l'inculpation. Mais si vous voulez, tout en infirmant l'ordonnance, vous voulez qu'il comparaisse devant vous, il comparaîtra devant vous pour vous expliquer toute salle qu'on est, du commencement à la fin. Merci, honorable président et membres de la composition. Je vais appeler les culpables Louis Edner Gonzague, s'il vous plaît. Appelant Louis Joseph Gonzague Edner D. L'inculpé appelant Louis Edner Gonzague D. L'inculpé appelant Louis Edner Gonzague D. Conformément à la loi, après les observations sommaires de l'avocat conseil de l'inculpé appelant Louis Edner Gonzague D, qui a la parole en dernier, virgule, a brillé par son absence. Ouais. La Cour constate son absence et un point acte. Une suspension de 5 minutes.
Le Conseil de la défense de l'inculpé, Jean-Tel Joseph. Le Conseil de la défense de l'inculpé, Jean-Tel Joseph. Le Conseil de la défense de l'inculpé, Jean-Tel Joseph. Conseil de la défense, l'inculpé Arla, Chantel, Joseph de Saint-Observation. Ok. La Cour constate et prend acte de l'absence de l'inculpé Jean-Tel Joseph ainsi que ce conseil appelé à l'audience en vue de donner leurs observations sommaires. Le Conseil de la défense de l'inculpé Atlan, Félix Gordon Désir, le Conseil de la défense de l'inculpé Féline Gordon Désir. Le Conseil de la défense de l'inculpé du nommé Féline Gordon Désir. Le Conseil de la défense de l'inculpé Féline Gordon Désir. Le ministère public demande à la Cour de constater, lui pouvoir constater l'absence. Retenu, magistrat. No, just a little bit. No, just a little Mais vous avez la parole. Si vous voulez, vous pouvez pas. Merci, magistrat. Magistrat, il y avait une suspension. Non. Il y avait une suspension, magistrat. Vous êtes dans la salle, on téléphone dans la rue alors que vous avez la parole. Non, ça ne se fait pas là. Non. Il arrive dans quelques minutes. Donc, il n'y a pas de souci. Pas mal de détails, non, mettre là. Vous avez la parole, prenez la parole. Si vous ne pouvez pas prendre la parole, rassurez-vous pour qu'on puisse continuer l'audience. Merci. Honorable Président, les représentants du ministère public, aujourd'hui nous sommes à la Cour d'appel dans le cadre d'un appel qui a été interjeté par les sieurs maître Fénil Gordon Désir, inculpé dans le cadre du dossier du feu président Jovenel Moïse. Honorable magistrat, comme l'a si bien dit Voltaire, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Donc, magistrat, nous sommes dans le cadre d'un procès pénal. Dans un procès pénal, magistrat, l'opinion publique compte beaucoup. C'est-à-dire, pour ceux qui ne maîtrisent pas le droit comme nous autres qui sommes aujourd'hui à la Cour, eh bien, une fois que l'ordonnance a été rendue publique, eh bien, ceux qui sont inculpés, eh bien, ont justement le poids de l'opinion publique. Et justement, alors qu'il n'y a pas matière, honorable magistrat, d'inculper Maître Fénil Gordon Désir, justement quand on analyse de manière approfondie le dossier de A à Z. C'est-à-dire, premièrement, il agissait comme avocat du sieur monsieur Emmanuel Christian Sanon, et c'était justement de 2019-2020. Et par la suite, honorable magistrat, c'était justement dans le cadre d'un projet précis qui était justement la construction d'un hôpital par l'entremise de son organisation à but non lucratif ou bien social ou bien humanitaire.
Eh bien, deuxièmement magistrat, le sieur Fenil Gordon Desir, avocat de son État, eh bien, en vue de rendre service à un ami, donc il s'est rendu à l'aéroport international Toussaint Louverture pour, en quelque sorte, donner justement son support à son ami, soit Emmanuel Vincent. Alors, j'ignore son nom, effectivement. Et après, on prend tout, on fait un mélange, et jusqu'à l'inculper dans le cadre de ce dossier, magistrat. Premièrement, magistrat, en vertu de l'ordonnance, on pourrait dire que plusieurs charges sont retenues, contre Maître Fenil Gordon Desir. Notamment, magistrat, on dit que vol à main armée, association de malfaiteurs, et tant d'autres choses, magistrat. Mais effectivement, magistrat, il y a une leçon préliminaire rudimentaire. Cette leçon rudimentaire, c'est que pour qu'il y ait infraction, effectivement, il faut qu'il y ait la réunion des trois éléments fondamentaux. Notamment, justement, un élément légal, un élément matériel et un élément moral. Mais si on analyse le dossier minutieusement, il n'y a pas ces trois éléments, magistrat. Parce que l'ordonnance rendue donc, dit que, bon, Fenil Gordon Desir donc, doit être jugé pour association de malfaiteurs et tant d'autres choses. Alors que, premièrement, magistrat, quand la loi est violée, c'est la démocratie qui est en danger. Parce que la loi est claire sur que M. Fenil Gordon Desir agissait comme avocat de M. Emmanuel Christian Sarnon. Premièrement, c'est-à-dire qu'en voulant faire passer un avocat pour complice d'un client dans le cadre de dossier, magistrat, je pense que ça, il faut le dénoncer. Et c'est notre rôle aujourd'hui, par votre plume, par votre compétence, et pour précipiter l'avenir de ce jour, magistrat, donc il faut justement stopper donc, cette vague qui tend vers à incriminer la profession d'avocat, magistrat. Et deuxièmement, magistrat, dans le cadre du projet antérieur de 2019-2020, il n'y a pas de rapport parce que l'assassinat a eu lieu en juillet 2021. Donc il y a toute une grande différence entre ces deux dates, magistrat. Et plus loin toujours, magistrat, étant avocat, tout le monde a droit à un avocat. Donc c'est clair pour tout le monde, surtout quand il n'y a pas vraiment un jugement qui acquiert l'autorité de la chose souverainement jugée. Tout le monde qui a justement un chef d'accusation sur son dos donc, a droit à faire appel à un avocat pour défendre sa cause, magistrat. Donc de ce fait, de notre côté, nous voyons qu'il y a un abus qu'il faut justement dénoncer et à travers cette dénonciation, nous devons justement, honorable magistrat, précipiter l'avenir pour qu'il n'y ait pas après donc, un tel cas pareil qui pourrait justement causer préjudice à tous les autres avocats qui militent, qui défendent de manière opiniâtre ceux qui sont accusés par devant les tribunaux et la cour. Donc, pour enchaîner, je passe parole à mon mentor, maître Desmarais Delcy. Président, on se calme, président. Vous êtes un homme calme, président, on se calme. Il n'y a pas d'empressement. J'ai passé plus de 35 minutes, bien auparavant, à écouter les envolées oratoires de mon confrère, dont je suis l'aîné, Maître Lamour, et vous lui avez laissé parler, magistrat. Il faut, oui, plus de 35 minutes. Donc, honorable président et membre de la Cour. Non, je vous comprends, Magistrat, votre couverture. Ok, très bien. Il faut bien arranger ça, d'accord. Merci. Bien, oui. Honorable président et membre de la Cour, vous avez entendu les remarques préliminaires faites par mon confrère, Maître Fredo Jean-Charles, et je pense que on ne devrait même pas arriver à cette phase-là. Dans un pays où l'avocat, dans les actes posés dans le cadre de son ministère, ou bien dans le cadre de l'avocature, devrait jouir
d'une certaine immunité, ne serait-ce relative. Quand un avocat accepte un dossier, quand un avocat accepte d'accompagner un client dans le cadre d'un dossier, l'avocat ne fait jamais corps avec le client. Et aucun juge, aucun ministère public ne devrait confondre l'avocat avec son client. L'avocat reste un professionnel et le client reste un client. Tout ceci, c'est pour vous dire qu'on a mal compris. Magistrat, il faut faire attention. On nous a mis sur TikTok, par passer geste, attention. Oui, ok, d'accord, magistrat, oui. C'était juste une remarque, magistrat, oui. Voilà, c'est ça que je vous dis, oui. D'accord, c'était pour les mêmes gestes. Oui, magistrat. Oui, donc, magistrat, le client et l'avocat qui donne conseil à son client ne devrait jamais être confondu avec son client. On parle ici au niveau de la principale incrimination et le motif même principal du premier magistrat instructeur serait que Fénil Gordon Désir était le conseiller de Christian Emmanuel Sanon. Donc vous voyez, magistrat, je me retrouve dans une insécurité telle où aujourd'hui, j'ai toute une liste de clients importants dans ce pays, tout comme Maître Bourse, tout comme Maître Exhumé. Bon, pour les autres jeunes avocats, peut-être qu'ils en ont, mais ils n'en ont pas autant que Maître Bourse, que Maître Exhumé et peut-être que moi. Donc, imaginez-vous que si l'on accuse l'un de nos clients demain dans l'assassinat d'une autre personne, d'un personnage important dans ce pays, pourrait-on dire tout simplement que, eh bien, parce que, par coïncidence, vous avez un client qui entre et qui se trouve, par exemple, dans l'insécurité, qui dit, maître, j'aurais préféré que mon avocat vienne normalement me chercher à l'aéroport. Beaucoup d'avocats font ça. Beaucoup d'avocats font ça. Ils attendent dehors parce que ce sont des étrangers qui n'ont pas confiance dans ce pays, par exemple. Eh bien, si ce client, après avoir atteint Haïti, après avoir atteint sa destination, commet ultérieurement une infraction, peut-on dire que, parce que Maître Delcy ou Maître Gousse avaient été chercher ce client à l'aéroport, eh bien, ils avaient commencé dès l'aéroport à comploter pour assassiner X ou Y personnes. Ce serait en violation flagrante du principe sacro-saint de la responsabilité personnelle en matière pénale. Si M. Sanon a commis une quelconque infraction, eh bien la responsabilité incombe à M. Sanon et à lui seul. On ne saurait imputer une quelconque responsabilité à un avocat pour avoir rendu service à quelqu'un d'autre qu'il avait introduit à ce client-là pour l'emmener à l'aéroport. Donc, Président, sur ce, vous comprendrez que donner raison ou prêter audience à un tel raisonnement juridique qui est erroné reviendrait à mettre en péril l'exercice libre de la profession d'avocat. D'ailleurs, on vous dit que la profession d'avocat, c'est une profession libérale, dans la mesure où un avocat ne participe pas dans la commission d'une infraction, d'un crime, on ne saurait confondre l'avocat avec son client. Sur ce, je demande à la Cour tout simplement de faire droit à ce premier argumentaire contenu dans notre mémoire ainsi que dans notre acte d'appel pour rejeter cette partie-là
ce motif pris par le juge d'instruction pour renvoyer Gordon Fenil Désir par devant la juridiction de jugement. Honorable Président, honorable membre de cette proposition, je vais terminer rapidement pour vous dire. Mis à part le péril dans lequel, par cette ordonnance, l'honorable magistrat Voltaire a mis toute la profession d'avocat, nous faisons face à une autre situation. Comment essayer de dire, parce que mon client était l'avocat de M. Sanon et on a dit de M. John Joel Joseph, alors qu'aucune preuve, aucun indice n'a pu déterminer qu'à un moment quelconque précédent, à un quelconque moment ayant précédé l'assassinat du président, que mon client avait eu un quelconque contact avec John Joel Joseph, le juge a tout simplement dit que mon client était le conseiller juridique de John Joel Joseph, alors qu'il n'a donné aucun motif, il n'a donné aucun élément susceptible de faire croire à la Cour qu'il aurait travaillé, que mon client aurait travaillé pour John Joel Joseph. De ce fait, il n'y a pas de peine sans loi. Il n'y a pas d'infraction sans indice ou sans preuve, selon que nous soyons par devant la juridiction de jugement ou la juridiction d'instruction. Honorable Président, point besoin d'argumenter davantage, car mon collègue vous avait démontré clairement que les éléments matériels, et l'élément légal n'ont pas été remplis pour que le juge d'instruction ait pu dire que notre client Fenil Gordon Désir ait participé dans la commission d'une quelconque infraction. C'est pour cette raison que nous demandons à la Cour, de faire droit aux conclusions, motifs, aux moyens pris tant dans l'acte d'appel que dans le mémoire. L'acte d'appel ayant déjà été déposé et le mémoire qui va être déposé, et de conclure que Maître Fenil Gordon Désir, inculpé à plan, n'a en rien commis les infractions qui lui sont reprochées et qu'il a agi en tant que conseiller juridique de Christian et Emmanuel Sanon et que dans l'ordonnance, aucun indice n'a laissé croire qu'il aurait conseillé à M. Sanon d'assassiner si vraiment M. Sanon avait participé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, quand nous sommes toujours à la phase de la présomption d'innocence. Merci, honorable président et membres de la Cour. Je vais appeler M. le greffier, l'inculpé, appelant Fenil, etc. Gordon, etc. En quoi ça me concerne? Allez vous asseoir. Nous êtes responsable. Êtes-vous le greffier? Non. Eh bien, rassoyez-vous. L'inculpé Fenil Gordon Désir. L'inculpé Fenil Gordon Désir. Ok, Maïssa. Non, mais Maïssa, je dois faire. Maxime n'est pas là. Fenil Gordon Désir. Maïssa, mon client va. Non, maître, vous. À la prochaine audience. Ah, regardez, mon cher. Mais, rassoyez-vous.
D'accord, pas de problème, pas de problème. On va faire ça. Maître Mario, stop. Non, pas faire ça. Ok. Ok. Ça me dit que tu as oublié. D'accord. Après les observations sommaires, ça, bon, du conseil, de l'avocat conseil, de l'inculpé appelant Félix, comment c'est qu'il est? Fénil Gordon Désir, ce dernier, conformément à la loi, a été appelé pour prendre la parole en dernier. Mais il a brillé par son absence. La Cour constate son absence et un point acte. Pardon, ministère public. Monsieur, veuillez appeler le Conseil de la Défense. Le Conseil de la défense de l'inculpé Audouin Zéphirin. Le Conseil de la défense de l'inculpé Audouin Zéphirin. Le Conseil de la défense de l'inculpé Audouin Zéphirin. De constater l'absence du Conseil de la défense de l'inculpé Audouin Zéphirin. Le ministère public entendu. Constate l'absence du Conseil de l'inculpé appelant Audouin Zéphirin. Et ainsi que l'inculpé lui-même et en prend acte. Le Conseil de la défense de l'inculpé appelant Marie-Étienne Joseph Moïse. Merci, honorable président et membre de la Cour, collègues du ministère public. Merci, président, de me donner l'opportunité de faire quelques observations en faveur de la veuve Martine Étienne Joseph Moïse, qui par un tour de prestidigitation a vu son statut de victime plaignante avec constitution du parti civil changé en inculpé. C'est tellement bizarre, honorable magistrat, voire incongru, parce que la veuve Martine Moïse a été victime dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 d'une tentative d'assassinat. Ça, c'est un fait. C'est palpable, c'est évident qu'elle a été victime d'une tentative d'assassinat. Cependant,
Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, qui à notre sens n'a pas été menée avec assez de minutie, le magistrat instructeur s'est contenté de dire que Martine Moïse a été invitée à comparaître en sa chambre d'instruction criminelle, elle ne l'a pas fait. Il a assimilé cette absence à une sorte de preuve de culpabilité manifeste pour renvoyer la veuve par devant la juridiction répressive. Nous disons que ceci a été décidé de façon inopportune, de façon malencontreuse, et nous allons en quelques mots le démontrer pour votre auguste composition. D'abord, honorable magistrat, il faut comprendre que l'instruction se fait à charge et à décharge. Lorsque le magistrat instructeur a invité à comparaître la veuve Martine Moïse, et qu'elle n'a pas comparu parce que sa convalescence ne le permettait pas, on est d'accord là-dessus. Quelqu'un qui a reçu, et je vais faire la précision pour la Cour, quelqu'un qui a reçu 8 projectiles, après une si courte période, ne pourrait pas être disponible et assez en bonne santé pour pouvoir se présenter par devant le cabinet d'instruction. Et jusqu'au moment où nous parlons, elle souffre d'une infirmité permanente au niveau de son bras droit. Et les rapports sont là, j'ai déposé les rapports au parquet, au greffe du parquet près de la cour d'appel de Port-au-Prince. Maintenant, le magistrat instructeur a interrogé en ce sens l'ancien secrétaire général du Palais national en la personne de M. Valbon, qui a déclaré pour le magistrat instructeur, honorable membre de la Cour, que je vais dire les 2 moyens utilisés pour envoyer Martine par devant la juridiction répressive. D'abord, le secrétaire a déclaré que le 5 juillet, Martine a été au Palais national pour récupérer ses effets personnels. C'est la première déclaration. En deuxième lieu, elle dit que Martine l'a appelé après l'assassinat pour dire que le Premier ministre Aïd alors, en la personne de M. Claude Joseph, va devoir organiser un conseil de ministres au Palais national. Donc, il faudra ouvrir pour pouvoir accueillir Claude Joseph. Et si vous vous rappelez bien, j'ai eu à poser cette question à M. Claude Joseph lors de sa comparution par devant vous autres. Et il a dit avoir déjà répondu à la question par le négatif en disant que jamais cet appel n'a eu lieu. Donc pourquoi cette considération, je dirais, à 2 mesures ou à double vitesse? Maintenant, honorable magistrat, on a considéré un aspect ou une déclaration de l'opinion publique faisant croire que les déclarations de Martine Moïse auraient été contradictoires, puisque dans un premier temps, elle aurait dit avoir reçu 9 projectiles, dans un second temps, c'est 8. Donc, j'aimerais bien savoir si quelqu'un dans la salle qui a déjà été victime, soit d'une tentative d'assassinat, est-ce que cette personne a compté les projectiles au moment où les bandits administraient ces coups de feu? Parce que moi-même, je dispose, et c'est pourquoi je m'attendais à ce qu'on ait beaucoup plus de temps pour instruire cette affaire et faire venir, si nécessaire, des experts en la matière, particulièrement certains médecins, dans le cadre de cette affaire magistrale, parce que là, nous sommes là pour la vérité. J'ai les rapports, et ces rapports ont été déposés au greffe du parquet de la cour d'appel, qui attestent effectivement que Martine a reçu 8 projectiles. Donc, comment comprenez-vous un magistrat instructeur qui renvoie quelqu'un par devant la juridiction répressive pour vol à main armée, complicité d'assassinat, et cette personne a elle-même reçu 8 projectiles? Où est la complicité dans tout ça? Et si vol il y en aurait, est-ce que, selon les déclarations du secrétaire général du Palais national, les objets personnels dont il parlait ne sont pas des effets personnels de la dame Martine Moïse? C'est pour vous dire que déjà il n'y a pas moyen de renvoyer Martine pour vol à main armée. D'autant plus que dans les déclarations du secrétaire général, il n'est pas dit que Martine était armée au moment de sa présentation au Palais national. Mais je vais vous dire une chose fondamentale qui peut être vérifiée. C'est quoi? C'est que 3 semaines avant le drame,
le couple présidentiel s'était abstenu de se présenter au palais national parce que quelqu'un au niveau du palais souffrait de Covid et que pour éviter d'exposer la santé des autres employés du palais national, personne ne se présentait à côté des agents de sécurité. C'est une information qui peut être vérifiée. Donc jamais, au grand jamais, Martine ne s'était présenté au palais national le 5 juillet. Maintenant, s'agissant de complicité, l'article 45 nous dit qu'il nous faut, alors on peut être complice de la commission d'une infraction de 3 manières. C'est d'abord par don, promesse, artifice pour pouvoir persuader la personne à la commission de l'infraction. C'est ou bien on a fourni des moyens matériels pour la commission de l'infraction, ou bien on a aidé en connaissance de cause. C'est-à-dire, en toute connaissance, en tout état de cause, on a aidé l'auteur de l'infraction à commettre cette infraction. Maintenant, qui peut démontrer pour la Cour que Martine a participé de façon active, de façon intentionnelle, en fournissant des armes, des munitions ou des informations à la commission de cette infraction? Donc, on est d'accord que les responsables du Conseil supérieur ou certains responsables du Conseil supérieur de la police nationale n'ont pas participé à la commission d'infraction alors qu'elle-même, victime de son état, a porté plainte depuis le 6 octobre 2021 avec constitution de partie civile. Et sans aucune forme de procédure, le magistrat instructeur a décidé de rejeter la plainte avec constitution de partie civile sur une simple déclaration, alors qu'on sait que testus unus testus tunus en matière de droit pénal, alors qu'on sait qu'il y avait animosité entre elle et le secrétaire, mais on s'est basé sur cette déclaration pour envoyer Martine par devant la juridiction répressive. Je vais vous dire ceci, honorable magistrat. La Cour de cassation, dans une succession d'arrêts en la matière, a déjà traité la question. Et c'est pourquoi moi-même je vais lire pour vous un seul arrêt. La Cour de cassation a décidé que le juge d'instruction qui, en dehors des faits de la cause et en dénaturant les dépositions, a puisé des éléments d'appréciation lorsqu'il n'a relevé aucun des éléments matériels de l'infraction reprochée à commis. Nous ne sommes plus de la lecture des mémoires. Non, non, je voulais lire l'arrêt. Je m'arrête, magistrat. Je m'arrête. Merci. De la lecture des mémoires. Je m'arrête. Donc, a commis un excès de pouvoir. C'est ce que je voulais signaler à votre attention. C'est dans la jurisprudence haïtienne, c'est 3 édition 2017, page 266. Cela veut dire quoi, honorable président? Cela veut dire quoi? Donc, magistrat, vous allez comprendre qu'il nous faut du temps pour élaborer. Parce qu'il s'agit d'une affaire. Passez un moment. Il vous a été donné, conformément à la loi, d'arriver ici et de donner la lecture des mémoires. Vous ne l'avez pas fait et vous ne pouvez pas le faire maintenant. C'est pas ce que je fais là. Maintenant, ce sont les orations sommaires. Très peu de mots et puis vous partez. D'accord? Yeah. Vous allez comprendre, honorable président. Je ne vais rien comprendre. Que dans un dossier aussi important, il peut se faire un peu de mots. Et c'est là le danger de l'opinion. Le cadre de cette affaire. Mais c'est la loi, ce n'est pas moi, c'est la loi. Je comprends. C'est la loi. C'est pourquoi je donne raison à Sébastien Grabache que l'opinion publique existe là où il n'y a pas d'idée. Là, nous sommes dans le droit pénal. Il y a la loi, il y a la doctrine, il y a la jurisprudence. Donc, nous devons nous en tenir à ces sources-là pour pouvoir regarder la réalité en face. Moi-même, je rappelle pour votre auguste personne, honorable président et cher juge assesseur, que nous autres, je veux parler de madame, de la veuve Martine Moïse. Jusqu'au moment où nous parlons, nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile parce que nous sommes victimes, nous avons été victimes d'une tentative d'assassinat dans la nuit du 6 au 7 juillet. Nous souffrons d'une infirmité permanente au niveau du bras droit et cela, c'est un fait. Personne ne peut dire. Comment comprenez-vous que quelqu'un qui a été victime d'une tentative d'assassinat puisse être par un tour de prestidigitation
puisse être considéré comme étant complice de l'assassinat de son mari. Pour cela, magistrat, nous autres, considérant que nous avons déjà déposé en mémoire, nous allons demander à la Cour de considérer notre mémoire, de faire droit aux moyens et conclusions contenues dans le mémoire et de comprendre que l'absence de la veuve Martine Moïse au cabinet d'instruction était due à sa convalescence et cela ne peut pas être considéré comme étant une preuve de culpabilité. Ça a déjà été jugé par la Cour de cassation de la République. Étant donné que là maintenant nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, le juge d'instruction avait à sa disposition une faculté assez large pour pouvoir procéder à l'interrogatoire ou à l'audition de Madame Martine Moïse par toutes les voies de droit. Merci, cher maître. Et vu... Non. Hein? Maître là, il est 14h47. Ah, ok. Et juste avant. Et veuillez appeler pour la cour l'inculpé appelante Marie-Étienne Martine Moïse, Joseph Moïse. Merci, Gaspard. Ok. Veuillez noter pour nous que le conseil, que l'avocat conseil de l'inculpé appelante Madame Marie-Étienne Martine Joseph Moïse, dans ses observations sommaires, et l'inculpé appelante Martine Moïse, comment? Marie-Étienne Martine Moïse, appelé conformément à la loi pour prendre la parole en dernier, a brillé par son absence, et en conséquence, la Cour constate son absence et en prend acte. D'accord, ok. Qui est le président? D'accord, ok. D'accord. Ministère public, allez-y. Je vais appeler le conseil de la défense de l'inculpé Claude Joseph. Le conseil de la défense de l'inculpé Claude Joseph. Le conseil de la défense de l'inculpé Claude Joseph. Le conseil de la défense de l'inculpé Claude Joseph. Le ministère public demande à la Cour de constater l'absence du conseil de la défense de l'inculpé appelant Claude Joseph.
L'inculpé appelant Claude Joseph. L'inculpé appelant Claude Joseph. L'inculpé appelant Claude Joseph. Presa, pode finir? Oui. Là. Celui-là. Là, oui. Le ministère public national. Le ministère public national. A fait appeler. L'inculpé appelant Claude Joseph ainsi que son conseil. En vue de leurs observations sommaires, ils ont tous débrouillé par leur absence. Et en conséquence, la Cour constate leur absence et en prend acte. Ministère public. Je appelle le Conseil de la défense de l'inculpé appelant Jacques Césaire. Le Conseil de la défense de l'inculpé appelant Jacques Césaire. Maître, vous avez la parole. Monsieur le magistrat, devant le ministère public, chers confrères, augustement pour la sécurité. Devant le magistrat, le procès en instruction nous fait penser à Bernardin de Saint-Pierre. Bernardin de Saint-Pierre, qui a dit que l'homme n'est ni ange ni bête. Le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Magistrat, qui est Jacques Césaire? Jacques Césaire, c'est celui par qui, à part trois de ces inculpés ici présents. Merci. À part trois des inculpés ici présents, c'est celui qui a commandé l'opération et a abouti à l'interpellation de tous les présumés assassins de Jovenel Moïse. En guise de médailles et de compliments, il s'est vu dans de beaux draps dans le cadre de ce dossier. Un beau jour, il a été invité au palais de justice par l'un de ses collègues sans mandat. Arrivé au palais de justice, le cabinet d'instruction du juge Gary Aurélien a émis un ordre de dépôt. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé au pénitencier national. Après maintes enquêtes, Jacques Césaire a pu bénéficier le 31 décembre 2021 d'une ordonnance de main levée du mandat de dépôt. Paisiblement chez lui, dans un premier temps, mais persécuté par certaines autorités policières. Tantôt on l'appelle à l'inspection générale, tantôt il est à la direction générale. C'est ainsi qu'il a fini par être désarmé, révoqué de la police, après avoir reçu plusieurs appels anonymes attentant à sa vie. Il a dû laisser le pays. Mais son dossier restait au complet dans les archives de la justice. Parce que pour bénéficier de la main levée, une requête a été adressée au juge Gary Aurélien qui a finalement fait droit à sa demande. Malgré tout ça, Jacques Césaire n'a jamais reçu une quelconque invitation ni demande à comparution du magistrat instructeur qui l'a inculpé
au motif de complicité. Comment le traiter, le taxer de complice magistrat des gens qui ont tous déclaré ici méconnaître l'existence de Jacques Sincère? Est-ce qu'il a fourni aide ou assistance sur le niveau de l'article 44 et 45 du Code d'instruction criminelle? Est-ce qu'il a recelé les armes? Est-ce qu'il a caché les présidents assassins? Non, au contraire, il a fait le contraire. C'est lui qui a commandé l'opération, qui a traîné tout ce beau monde là-bas devant vous. Et malheureusement, aujourd'hui, il se retrouve du nombre des complices. Loin de la magistrat, parce que s'il était complice magistrat, comment aurait-il procédé à l'arrestation de la grande majorité de ces Colombiens? Au contraire, c'est quelqu'un qui mérite d'être médaillé, parce que il n'était même pas au service de la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Il a été appelé par téléphone quand on lui apprenait que le président vient d'être assassiné. Qu'est-ce qu'il a fait, magistrat? Il a brandi son uniforme, c'est-à-dire qu'il s'est rendu à Pèlerin 5 et a commandé une opération. Au cours de l'opération, magistrat, il a été informé de la prise en otage de ses collaborateurs, de quelques policiers. C'est ainsi que l'un d'eux l'a appelé pour lui dire que certains des mercenaires, par le biais de leur interprète, Joseph Vincent, a demandé à parler au directeur de la police nationale. Gentiment, il a été auprès du directeur pour lui dire, au niveau de la place Boyer, DG, on a pris en otage certains policiers travaillant sous mon commandement. Je vous demande justement de parler à ces policiers-là. Voici la déclaration qui a été faite au cabinet d'instruction par l'ancien directeur général Léon Charles en disant que c'est Jacques Sincère qui lui a demandé de parler à Joseph Vincent. Cela suffisait pour faire de lui un complice? Non! Parce que l'interprète qui était sur les lieux. C'est le ministère public, magistrat. Non, vous n'avez pas à répondre à qui comme ici. Merci. Donc, magistrat, le fait de présenter, non qu'il se taise, magistrat au moins. Mais adressez-vous à la cour. Bon. Le fait, même magistrat, de recevoir l'appel et de présenter le portable, ça ne suffit pas pour faire de lui un complice. Il n'a pas fourni des armes au présumé assassin, aux mercenaires. Il n'a pas caché les armes qui ont commis le forfait. Donc, la notion de complicité magistrat risque d'être vérifiée dans le cas qui concerne Jacques Sincère. Au contraire, Jacques Sincère, c'est quelqu'un qui aurait dû être médaillé par l'État haïtien. La justice haïtienne au magistrat n'a pas d'autre choix que de le mettre hors de l'inculpation. Parce que magistrat, si aujourd'hui on parle de procès, il faut dire c'est grâce à Jacques Sincère. N'était-ce lui, tous les inculpés, surtout les Colombiens, auraient pris la fuite. Peut-on parler de complicité dans ce cas? Donc, tous les Colombiens ici présents, magistrats, ont déclaré péremptoirement n'avoir jamais connu Jacques Sincère. L'inculpé Félix Badjo, dont on fait le bouc émissaire magistrat, a déclaré péremptoirement n'avoir jamais connu ni rencontré Jacques Sincère. Mais comment aujourd'hui le renvoi va devant le tribunal criminel sans des jurys? Donc, magistrat, c'est une supercherie judiciaire, magistrat. C'est une hérésie. Voilà pourquoi, magistrat, nous demandons à la chambre d'instruction que vous présidez de mettre Jacques Sincère hors dernier de culpation en infirmant l'ordonnance querellée pour faire droit aux fins, moyens et conclusions prises de l'acte d'appel. Merci. Et le tribunal a Jacques Sincère.
L'inculpé appelant Jacques Sincère. L'inculpé appelant Jacques Sincère. L'inculpé appelant Jacques Sincère. À l'intervention. De l'avocat conseil. De l'inculpé appelant. De l'inculpé appelant Jacques Sincère relative aux observations sommaires l'inculpé appelant Jacques Sincère a brillé par son absence et en conséquence, la Cour constate son absence et en prend acte. Pardon? Non. Qui? Eh bien, t'allez. Non, t'allez. Comme faut. Si nous avons le monde, comme bon. C'est qui est-ce? Non, mais vous êtes qui, monsieur? Mais on a déjà terminé avec votre cas. Nous sommes à la même audience, magistrat. Regardez, magistrat, même en matière de défaut civil, si on compare à la même audience, la personne doit avoir la possibilité de prendre la parole. Donc je pense que le magistrat, il veut juste dire quelque chose. Pendant environ 3 minutes, faire des observations sur sa situation. En suspension, ok. L'audience est reprise. L'audience est reprise. Je vais appeler l'inculpé appelant Fénil Gordon Désir. Fénil Gordon Désir. Est-ce que vous avez une dernière parole, vous voulez dire à quoi? Soit excessivement bref. Ou même du très bref, excessivement bref. Yeah. Honorable magistrats et distingués membres et les membres du ministère public, ça que moi je l'ai dit à Colan, l'ordonnance là accuse des associations de malfaiteurs et je ne fais pas partie d'aucune association. Je ne pas bien consentement, je ne pas chita, aucun monde pas chita par avec son dossier quelconque. Par conséquent, moi j'ai rejeté ça. Et l'ordonnance dit que moi j'ai fait partie de délégation pour m'aller à l'aéroport. Et c'est une amie, comme moi j'ai mentionné déjà, qui demandait mon livre pour aller chercher quelques valises. Moi j'ai juste allé ensemble avec elle. Ça n'a pas fait de moi une délégation. Et ensuite nous sommes retournés moi-même ensemble avec elle. Une délégation, je dit, il y a plusieurs machines. Donc par conséquent, moi j'ai rejeté ça. En dernier lieu, et alors deux points d'autres. Dans deux autres cas, c'était un exercice profession comme avocat. Et dans le cas du docteur Sanon, qui était demandé pour m'aider dans le projet de construction de l'hôpital, ce qui est tout à fait normal. Et s'il a retourné là, je dis à n'importe qui qui a demandé ça, m'a fait parce que dans le besoin et nécessité pays. Dans le cas de monsieur qui était relevé le jour même de l'assassinat, c'est encore pour me venir assister. Et comme avocat, c'est que comme avocat, moi j'ai liberté ça,
pour accepter un dossier ou bien pour me rejeter. Et moi, je rejeté. Donc, ça n'a pas prouvé, pas aucun élément ni indice possible qui lié avec ça qui passe là. Et dans ce sens-là, je suis présent aujourd'hui pour demander au tribunal là pour le retirer nom complètement dans le dossier ça pour laver honneur devant la famille, devant l'église, devant les amis, sacré toujours, et devant la société haïtienne et devant l'État haïtien. Donc c'est pour les raisons de présence. Merci tribunal. La cour. C'est pour dire que Suite. À comment je dis ça? Suite à l'ordonnance de non-comparution de l'inculpé appelant prise antérieurement de la matinée il a comparu à l'audience du jour et conformément à la loi, il a eu la parole en dernier. Ce qui dénote que l'ordonnance prise ce matin est remplacée par cette ordonnance. Vu le avancé, la Cour ordonne une suspension d'audience jusqu'au mercredi 16 juillet 2025 dès 10h AM. Le siège est levé. Ça me fait, ça pour nous faire encore pour la